Alors plongeons aujourd'hui dans cet entretien assez fascinant de Sébastien Chabal. Oui, celui de la chaîne Legend. Il y a des choses assez incroyables dedans. L'objectif, c'est vraiment de voir qui est l'homme derrière le personnage public, quoi. C'est ça. Essayer de comprendre. Et on attaque direct avec le truc le plus déroutant. Il affirme n'avoir absolument aucun souvenir de ces matchs. Rien de rien. Ouais, c'est ça qui est dingue. Pas une image, pas une sensation. Zéro. Comment c'est possible pour une légende pareille? Ben justement, c'est assez stupéfiant. Ça pose tout de suite la question du décalage entre l'image, le fameux caveman, et ce qu'il a vécu lui. Et cet amnéphile dit même qu'un ami médecin, ancien joueur aussi, vit la même chose. Ça le fait se sentir comme un imposteur. Un imposteur par rapport à sa propre carrière. C'est fort comme mot. Carrément. Comme si... comme s'il y avait deux personnes. L'homme et la légende. Distinct. Et cette légende, justement, il raconte qu'elle lui a un peu tombé dessus en 2007, pendant la Coupe du Monde. Oui, il explique qu'il a été choisi comme personnage. Son style de jeu spectaculaire. Mais lui, il se voyait pas du tout comme ça. Plutôt comme un bon soldat. Pas un Zidane, pas un Dupont, tu vois. Exactement. Il était même surpris que cette popularité dure après. Il y a cette anecdote marrante, révélatrice, où il se retrouve coincé dans un magasin à Valence par la foule, juste après la coupe. Ah oui, ça montre bien le choc. La célébrité soudaine et surtout pas vraiment voulue. Comment tu gères ça? Une image publique qui te colle à la peau, mais dans laquelle tu te reconnais pas forcément. Apparemment, il a essayé de s'en protéger. Ce look iconique, la barbe, les cheveux longs. Oui, il avoue que c'était au début pour me cacher, pour se planquer de cette notoriété qui arrivait. C'est fou, c'est devenu sa signature alors que c'était une tentative de repli. C'est le paradoxe, oui. Et il nuance aussi beaucoup l'image du guerrier. Il dit « je suis pas forcément courageux Ah bon ? » Il dit même que sa femme est plus téméraire que lui. Encore un sacré contraste avec l'image qu'on a de lui. Ce besoin de se cacher, cette modestie, ça vient peut-être de ses origines, non? Il en parle un peu? Oui, il évoque son père mécanicien, une famille pas du tout dans le sport, l'enfance près d'une ferme. C'est assez simple en fait. Et il y a ce moment touchant où il raconte que son père, qui n'était pas très expressif, lui a dit juste avant de mourir être fier de ses 3 enfants. Oui, et pas pour leur réussite, mais pour les personnes qu'ils sont devenus. Ça, c'est fort. Et ça éclaire sans doute les valeurs qu'il veut transmettre à ses filles. Il parle de politesse basique, bonjour, merci. Il veut qu'elles soient heureuses, qu'elles connaissent la valeur de l'effort, les jobs d'été, tout ça. Un peu à l'opposé de la réserve de son propre père, peut-être. Et puis, il est devenu grand-père à 47 ans. Ça aussi, ça doit jouer sur la transmission. Ah oui, forcément. Et son parcours sportif lui-même, c'est pas une ligne droite. Il commence le rugby super tard, à 16 ans. Oui, parce qu'il n'y avait pas de club de foot junior dans son village, c'est ça. C'est un hasard total. Exactement, un accident de parcours. Et puis, il y a l'expérience en Angleterre, au Selhurst Sarks. Ça semble avoir été un tournant. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Le préparateur physique là-bas, il lui dit « On t'a pris pour tes qualités ». Pour sa puissance, alors qu'en France, on lui tapait toujours sur les doigts pour son manque d'endurance. Ah d'accord, le regard qui change tout. Voilà. Valoriser les forces au lieu des faiblesses. Il dit que ça a été un soulagement énorme pour lui. Ça montre l'impact de la confiance qu'on donne, quoi. Et après, cette carrière construite là-dessus, mais avec ce décalage intérieur, comment il arrête? Pas sur une blessure, non. Il parle de la flamme qui s'éteint, tout simplement. L'envie qui part, en 2014. Un choix personnel donc. Oui, très assumé. Il sentait qu'il n'avait plus sa place, même s'il aurait pu continuer physiquement, peut-être. C'est cette honnêteté envers lui-même qui le guide. Et qu'il le guide aussi dans sa reconversion, j'imagine. Parce qu'il s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Tout à fait. Il a repris Ruckfield, sa marque de fringues, et il a lancé les Burgers de Joe. Ah oui, j'ai vu passer ça. C'est quoi exactement? C'est un concept assez malin, une sorte de franchise pop-up. Il s'installe quelques jours par mois dans des restos existants, souvent en milieu rural. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est sa motivation. Il dit que c'est pour le plaisir, le partage, créer du lien. On est loin, très loin de la pression du sport de haut niveau. C'est une autre recherche de sens, en fait. Carrément. Plus aligné avec ses valeurs profondes, j'ai l'impression. Au final, cet entretien, il nous montre un Chabal très différent de l'image qu'on en avait. On passe du caveman un peu brut de décoffrage à un homme assez réservé, centré sur sa famille, avec cette histoire d'amnésie quand même très troublante, et qui cherche maintenant le plaisir simple dans ses projets. C'est exactement ça. Le contraste est saisissant. Et ça le laisse à réfléchir, non? Ben oui, ça nous laisse avec une question, peut-être. Son parcours de tourneur-fraiseur à star mondial, un peu malgré lui, puis entrepreneur du bon vivre. Oui.
Qu'est-ce que ça nous apprend sur la manière de définir son propre succès? De tracer sa route, en fait, un peu en dehors des clous, loin de ce que les autres attendent ou projettent sur vous?